Salut à tous. Alors vous l'avez compris, on va parler courtier aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on va parler courtier? Tout simplement parce que vous avez peut-être vu, en tout cas certains l'ont vu, ils me l'ont dit par message. Ils m'ont dit oui Xavier, on a vu que sur ta dernière vidéo, tu avais un bandeau où tu parlais d'un partenariat avec Saxo, avec Saxo Bank, donc avec un courtier. C'est nouveau, qu'est-ce qui se passe, etc. Oui, effectivement, j'ai un nouveau partenariat, donc je vais vous parler très franchement aujourd'hui sur les courtiers, qui est un sujet très touchy. Pourquoi est-ce que c'est touchy? Parce que je pense que vous l'avez remarqué, les courtiers sont les principaux financeurs des créateurs de contenu. Alors moi, je travaille principalement avec Zone Bourse, mais si vous regardez la plupart des autres, ils ont des liens avec des courtiers. Et pourquoi est-ce que c'est touchy? Parce que forcément, qui dit financement dit conflit d'intérêts. Donc on se retrouve potentiellement à dire que tel courtier est génial, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Donc je vais vous donner mon point de vue sur la manière dont on doit choisir un courtier. Je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que je me retrouve en partenariat avec Saxo. Mais justement, avant de démarrer la revue de mes critères, j'aimerais dire que est-ce que selon moi, il y a des bons courtiers et des moins bons courtiers? La réponse est oui. Je pense réellement qu'il y a des courtiers, une série de courtiers qui globalement sont meilleurs et après d'autres courtiers qui sont un peu moins bons. Et je vous expliquerai les raisons tout à l'heure. Après, si on prend parmi les bons courtiers, est-ce qu'il y en a vraiment? Est-ce que je peux dire, voilà, celui-là, c'est le meilleur? Maintenant, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ça dépend réellement de la manière dont vous pondérez vos critères. Ça dépend de la taille de vos ordres. Ça dépend des places de marché que vous utilisez. Ça dépend évidemment de la taille de vos portefeuilles au global parce que pour certains, ils auront 10 000 euros dans un PEA. Donc le PEA, ce sera très très important pour eux. Pour quelqu'un qui a 2-3 millions à placer, le PEA sera beaucoup moins important. Il passera sûrement par d'autres structures, etc. Donc voilà, c'est pas si simple. On peut pas dire tel courtier est meilleur que les autres. Donc même si j'ai un partenariat avec Saxo, je peux pas dire que Saxo est le meilleur. C'est vraiment une question de critères. Après, c'est à vous de faire le bon choix. Donc je vais déjà vous expliquer ce qui se passe de mon côté. De mon côté, j'ai historiquement, on va dire, je vais simplifier, j'ai deux courtiers. J'ai un courtier principalement PEA, même si j'ai un compte titre aussi, mais j'utilise principalement ce courtier pour un courtier PEA. C'est un courtier low cost relativement classique. Et de l'autre côté, j'ai des comptes sociétés qui sont chez un gros broker bien connu international. Et je me suis jamais senti de recommander chacun de ces deux courtiers pour des raisons différentes. Le premier courtier, donc courtier low cost standard, c'est parce que je ne suis pas vraiment satisfait du service et je vous expliquerai sans le nommer, mais je vous expliquerai quels sont les soucis que j'ai. Donc je voulais changer, je voulais transférer mon PEA ailleurs. Et du côté du gros courtier qui a plutôt un service qui est pas si mal, mais il est trop complexe. Pour 99% des gens, c'est beaucoup trop complexe. Et j'avais aussi envie de centraliser mes comptes, donc d'avoir idéalement PEA et compte société sous le même toit, chez le même courtier. Donc j'ai passé en revue les courtiers classiques bien connus. Il y en a un qui est sorti un peu du lot, enfin même clairement qui est sorti du lot. Donc j'ai demandé à transférer mon PEA chez ce courtier-là. C'est en cours, donc chez Saxo. Et j'ai contacté Saxo pour voir si je pouvais avoir un partenariat avec eux, proposer un parrainage, et ce qui est le cas. Donc ils m'ont proposé de vous offrir 250 € de frais de courtage pendant les 3 premiers mois si vous transfériez un compte chez eux, PEA ou compte titre, ou si vous en ouvriez un. Et de mon côté, c'est génial, je touche un petit peu d'argent, donc ça me permet de financer cette chaîne. Voilà pour la clarification sur le partenariat. Mais j'en profite justement pour parler de mes critères du choix d'un courtier. Je pense qu'on a plus ou moins les mêmes, mais comme je le disais, il y a vraiment la pondération qui change et il y a certains sujets qui sont vraiment très très importants pour moi. Je passe sur le premier qui est vraiment évident, que je ne vais même pas mettre à l'écran, qui est le côté sécurité. On a envie que nos actions, que nos titres, quels qu'ils soient, que notre cash, etc., soient bien protégés chez une société solide. Honnêtement, la plupart des gros courtiers connus de la place font partie de cette catégorie, à moins d'aller chercher un courtier un peu exotique comme une époque, ceux qui étaient à Chypre ou je ne sais où. Mais si vous prenez un courtier qui est régulé en France, il n'y a pas de souci. A priori, votre argent est bien protégé. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur Zone Bourse pour expliquer que le risque de faillite d'un courtier est beaucoup plus faible qu'on le croit. Donc, une fois passé ce premier critère qui est la sécurité de vos titres et de votre argent, le deuxième critère, c'est bien sûr le plus connu aussi, les frais. Les frais, mais attention, quand on pense aux frais, la plupart des gens se disent « Ah oui, bien sûr, il y a un tel qui a 1 €, l'autre qui a 2 €, l'autre qui a 0,08%, etc. Donc, je vois très bien qui est le moins cher, etc. » Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que déjà, dans les frais, moi, ce que je place
en premier frais, avant même les frais de transaction dont je viens de parler, c'est la fiscalité. Parce que la personne qui va vous prendre le plus d'argent dans votre carrière d'investisseur, c'est pas votre courtier, c'est probablement l'État. Donc, parmi les critères importants, c'est d'ouvrir un PEA. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent en ouvrant un compte titre. Et le PEA, alors c'est évidemment vrai si vous êtes en ETF, vu qu'on trouve des ETF américains éligibles au PEA. Mais même si vous faites du stock picking, dans tous les cas, le PEA, c'est le compte sur lequel débuter et placer donc soit quasiment tous vos titres si vous êtes en ETF et que vous ne dépassez pas les 150 000 euros de versement, ou si vous faites du stock picking, c'est au moins là où vous devez mettre vos actions européennes éligibles, etc. Vous ne payez pas d'impôts si vous ne faites pas de retrait avant 5 ans et vous avez les cotisations sociales qui sont toujours là. De toute façon, je crois que ces cotisations sociales, on ne peut jamais y échapper. Donc voilà pour la partie PEA. Je rajoute aussi PEA et PEA-PME, puisque le PEA, vous êtes limité à 150 000 euros de versement, mais si vous rajoutez PEA-PME, le plafond monte à 225 000 euros de versement. Donc. Ensuite, puisqu'on parle de fiscalité, un autre, alors ça me concerne moi particulièrement, peut-être certains d'entre vous, mais moi, j'apprécie aussi beaucoup, et c'est là où sont mes plus gros comptes, d'investir au travers de sociétés. C'est pas du tout que je fais des montages extrêmement compliqués, honnêtement, c'est pas du tout ça. C'est plutôt que je gagne de l'argent dans des sociétés, et plutôt que d'être fiscalisé, donc soit avec du prélèvement forfaitaire, etc., 30%, bon bref, plutôt que de passer par moi perso pour après réinvestir, je préfère laisser l'argent travailler dans ma société par exemple et investir sous actions, ETF, peu importe. Pourquoi ? Parce que si j'ai d'autres projets, que ce soit immobilier ou autre, l'argent va rester dans cette société, ce sera cette société qui achètera de l'immobilier, bon, peu importe, ou de futurs investissements. C'est pas de l'argent dont j'ai besoin pour vivre, donc je suis très confortable avec le fait qu'il reste dedans. Donc moi, je cherchais déjà un courtier qui propose à la fois PEA et compte société, et étonnamment, il y a beaucoup de courtiers dont on entend parler qui proposent soit pas le PEA, soit le PEA, mais pas les comptes société. Donc voilà, ça c'était déjà un premier critère. Ensuite, bien sûr, viennent les frais de transaction. Mais avant ça, je tiens vraiment à parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est que quand on parle de frais de transaction, il y a la partie visible et la partie invisible. Et moi, ce que je veux, c'est un courtier qui soit transparent. Et certains courtiers le sont et d'autres ne le sont pas. Et quand je vous disais, est-ce qu'il y a des bons courtiers, des mauvais courtiers, pour moi, mais après c'est chacun son point de vue, pour moi la ligne elle est là. La ligne elle est, est-ce que le courtier vous donne des frais et les frais sont tous là ? D'accord, on peut les trouver élevés, pas élevés, peu importe. Ou est-ce que derrière, il y a des frais cachés, des frais additionnels ? Et là, on va parler de quelque chose, j'aurais probablement dû faire une vidéo dédiée d'ailleurs, qui s'appelle Payment for Order Flow. On appelle ça paiement pour flux d'ordre, je crois, en français, même si on le dit plus souvent en anglais. C'est quelque chose qui est très important parce qu'il faut savoir qu'un courtier classique, qui vous propose des frais de transaction. Quand vous allez rentrer votre ordre, l'ordre va aller sur le marché. Alors ça peut paraître évident, mais il va aller sur le marché en question, il va aller sur Euronext, sur le NYSE, le Nasdaq, peu importe. Et là, il va être confronté aux autres ordres du marché. Donc vous allez avoir un carnet d'ordre avec les meilleurs acheteurs, les meilleurs vendeurs. Donc vous allez avoir un prix d'exécution, qui est ce qu'il est, mais qui est le prix du marché au moment, en fonction de l'ordre que vous avez passé. Est-ce que vous avez passé un ordre limite, un ordre au marché, peu importe. Est-ce que c'est un stop loss, un ordre à seuil de déclenchement, bon bref, tous ces trucs-là. Mais en tout cas, vous allez avoir le prix que vous auriez dû pour l'achat ou pour la vente, le prix exact, si vous voulez, le prix du marché. Certains courtiers, notamment ceux qui vous proposent soit des ordres gratuits, soit des ordres très très peu chers, vont faire du payment for order flow. Qu'est-ce que c'est ? C'est que plutôt que d'envoyer les ordres, tous leurs ordres sur le marché, donc sur Euronext, sur le Nasdaq, sur le NYSE, etc., ils vont les envoyer chez un teneur de marché. C'est un peu une place de marché privée, si vous voulez. Et cette place de marché, elle ne va pas vous donner le prix de marché. Alors, logiquement, si vous achetez 100 actions L'Oréal, eux vont vous donner un prix sur ces 100 actions L'Oréal qui va être relativement proche du marché, parce qu'eux, derrière, vont sûrement les acheter sur le marché. Mais en général, il y a une dégradation dans l'exécution. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est plusieurs études. Alors la première étude, elle est faite par l'équivalent de l'AMF, mais pour les Pays-Bas. Ils ont testé donc ce qu'ils appellent des trading venues, donc des teneurs de marché. Donc le premier, ils ont démontré que c'était dans 72% des cas, on va dire, inférieur, le prix d'exécution. Dans 22% des cas similaires, il était meilleur que dans 5% des cas. Mais ce qui est intéressant, c'est la détérioration moyenne. La détérioration moyenne, elle est de 5 bips, c'est-à-dire 0,05%. Donc quand vous achetez par un courtier qui vous dit mon ordre est à 1 euro ou même mon ordre est gratuit, au final, vous avez une dégradation de 0,05%. Et là, attention, c'est sur quelqu'un qui fait bien son travail, parce qu'ils ont testé sur une autre
un autre teneur de marché. Alors attendez que je vous trouve le... Désolé pour ceux qui n'aiment pas que je scrolle. Il y en a qui m'ont dit ça, il y en a qui m'ont dit je regarde les vidéos sur un grand écran, quand tu scrolles ça me fait tourner la tête. Donc voilà, là j'ai trouvé un autre teneur de marché qui lui détériore le prix dans 83% des cas. Il y a 10% des cas à peu près où c'est similaire et il y a 7% des cas qui sont meilleurs et la dégradation moyenne elle est de 0,11%. Sachant que, je prends l'exemple de Saxo, désolé, c'est pas pour faire de la pub, mais parce que c'est ce que j'ai regardé récemment. Donc Saxo fait payer 0,08% pour un ordre, et ensuite vous avez le prix qui est sur le marché. Là, on vous fait payer, je sais pas, 1 euro, 2 euros, peu importe, ou on vous dit c'est gratuit, mais derrière, la dégradation du prix est en moyenne de 0,11%. Bon, déjà, c'est des frais cachés, je vous parlais de transparence, moi je déteste ça. Et en plus, quand on regarde le détail, alors je sais pas si je l'ai ici, oui, le détail, on voit que certaines fois, ça va bien au-delà. Dans 25% des cas, la dégradation, elle est de 0,23% ou plus. Donc on voit, on est sur des... Quand on voit ça comme des frais, parce que ce sont des frais d'exécution, ça pose pour moi un gros souci. Et là, il y a un vrai conflit d'intérêts parce que, évidemment, le teneur de marché, il gagne beaucoup d'argent grâce à ces ordres-là, puisqu'il vous donne un prix qui est inférieur au prix du marché, enfin qui est moins bon, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc pour avoir ce flux d'ordre, il est prêt à payer le courtier. Donc il paye votre courtier pour un petit peu vous arnaquer. J'aime pas le mot, voilà, mais c'est un peu ça. Il paye votre courtier pour avoir des ordres qu'il va moins bien exécuter et donc se faire un profit dessus. Je ne vais pas faire des analogies avec l'immobilier, machin et tout, mais c'est comme si on vous disait il y a pas de... non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de frais d'agence, il n'y a pas de frais d'immobilier. Puis en fait, derrière, voilà, vous vous retrouvez avec l'argent qui est débité, quelqu'un qui est inclus dans le prix, mais bon, vous le payez de toute manière. Et cette analyse-là, elle a été faite aussi par la CNMV, qui est l'équivalent espagnol de l'AMF. Ils ont trouvé des choses à peu près similaires, c'est-à-dire que là, ils ont comparé donc les trades qui sont faits payment par order flow. Et il y a j'ai pas envie de nommer les noms, mais il y a plusieurs courtiers qui font ça, dont des courtiers qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Et la dégradation moyenne, elle est de 0,11%. Donc, quand on compare à un courtier classique, je vous parlais de 0,08% tout à l'heure, on voit que la moyenne de la dégradation pour payment for order flow, c'est 0,11%. Et à ça, il faut rajouter les frais de transaction. Et ce que je trouve fou, c'est que dans l'étude espagnole, en tout cas, ils ont regardé le prix d'exécution payment for order flow avec 10 places de marché. Ils ont pris la moins bonne de ces places de marché, c'est-à-dire que, je sais pas moi, n'importe quelle banque espagnole qui traite par exemple sur 3-4 places de marché, ils ont comparé ce que vous alliez avoir comme exécution avec la moins bonne des trois. Donc si ça se trouve, le prix était un peu meilleur à Madrid, mais un petit peu moins bon à Paris, si cette banque traitait à Paris, je ne sais où. Et ils ont pris le moins bon de tout ça, et par rapport au moins bon des différents marchés qui traitent cette valeur, vous perdez encore 0,11%. Donc vous comprenez quand je parle de transparence et quand je vous dis que pour moi, il y a quand même des bons brokers et des moins bons brokers. Et vous comprenez l'importance, avant même de regarder les frais, de savoir si le broker fait du payment for order flow ou pas. Et pour vous dire à quel point c'est quand même pas hyper bénéfique pour notamment les particuliers qui font de l'investissement, c'est que l'ESMA, donc qui est l'autorité des marchés pour l'Europe, a décidé d'interdire le payment for order flow à partir de 2026. Donc, à mon avis, les courtiers très peu chers qui utilisent ce moyen-là pour se financer, puisqu'ils se font payer sur vos ordres, en gros, donc ils vous disent c'est pas cher, regardez mes frais, mais derrière ils reçoivent de l'argent parce que vous êtes mal exécuté. Ce sera globalement interdit en Europe en 2026, donc vous allez probablement voir sur certains courtiers les frais qui vont augmenter à ce moment-là. Ensuite, évidemment, il y a les frais de transaction eux-mêmes. Les frais de transaction, pour moi, c'est important parce que c'est évidemment, c'est une partie, enfin là, c'est toujours un coût, donc les coûts, ça m'embête toujours, mais surtout, ce que je regarde, c'est pas forcément le prix qui est affiché, parce qu'en fonction de vos tailles d'ordre, vous n'allez pas aller chez le même courtier. Quelqu'un qui passe que des ordres à 200 ou 300 euros, il a évidemment intérêt à aller chez le courtier qui lui propose le plus petit minimum. Mais quelqu'un qui commence à avoir des ordres un peu plus importants, il a après, en général, on a un montant fixe puis un montant variable, et le payment for order flow vous montre que même ceux qui vous disent qu'ils ont un montant totalement fixe, il y a en général du variable derrière sur l'exécution. Et donc là, vous allez être intéressé si vous traitez des ordres à 5 000 euros, vous n'allez pas aller chez le même courtier, je vous dis quelqu'un qui traite à 200 euros, et si vous êtes à 20 000 euros par ordre, c'est la même chose, etc. Donc ça, c'est le premier point, la taille de vos ordres. Et le deuxième critère, ce sont les places de marché. Et c'est notamment un point qui m'a fait aller chez Saxo, c'est que moi, je traite évidemment beaucoup d'actions américaines. Vous savez que c'est à peu près 70% de mon portefeuille, 65-70%. Donc sur cette partie de frais de transaction, ne regardez pas juste ce qui est affiché, regardez par rapport à la manière dont vous êtes
voilà, donc vous êtes actif en fait. Et typiquement, un autre point aussi très important, c'est que moins vous êtes actif, moins c'est important. Et si moi j'étais un trader à faire vraiment des allers-retours quotidiens, je l'aurais pas mis avant je l'aurais mis tout en haut de mes priorités. Évidemment, plus vous avez un turnover important dans l'année, plus les frais de transaction sont importants. Et si vous investissez et que vous gardez vos actions 5 ans, honnêtement, les frais de transaction, ça baisse de plus en plus dans vos listes de critères. Point important, les instruments disponibles. Et très franchement, c'est ça qui m'a fait quitter mon courtier côté PEA. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que je devais investir, notamment dans des Suédoises ou des Danoises, etc., c'était la galère. Donc, par exemple, moi, j'ai du Investor AB en portefeuille depuis longtemps. Et ça, c'était pas disponible. Donc, à chaque fois que je devais acheter du Investor AB pour mon PEA, j'ai dû me battre au début. Il me disait c'est pas possible. Donc après, je devais appeler la salle des marchés, y passer l'ordre, etc. J'avais aucune maîtrise sur l'exécution, évidemment. Si par exemple le cours auquel j'avais passé, c'était pas bon, il fallait que je le remonte un petit peu pour acheter, etc. C'était compliqué. Il fallait que je rappelle ou que j'annule un ordre et tout. Donc c'était un peu la galère. Et l'autre point, c'est comme c'était totalement manuel ce process. Après, sur mon portefeuille, j'avais pas le cours en temps réel, j'avais tout le temps le cours de la veille, etc. Le taux de change était mauvais, donc bon, on voit qu'ils ne sont pas habitués à ça. C'est pour ça c'est pas forcément mauvais broker, bon broker, c'est qu'il y a des brokers qui sont plutôt axés, très français par exemple, et puis d'autres qui sont un peu plus internationaux. Donc moi, typiquement, des Novo Nordisk, des Investor AB, etc. Ce genre de boîtes, j'aime bien les acheter sur leur place de marché habituelle, si vous voulez, donc au Danemark pour Novo Nordisk, etc. C'est toujours pratique. Et d'ailleurs, c'est marrant, puisqu'on en parle, il y a OX2, une valeur que j'avais achetée il y a quelques mois, qui a eu une OPA ce matin à 40%, donc j'étais bien content. Là, je l'avais chez un autre courtier qui lui est en direct. J'étais bien content pour sortir en début de séance ici. J'étais bien content d'avoir la possibilité de pouvoir le faire électroniquement plutôt que de devoir appeler une petite salle des marchés chez un broker à Paris. Moi, plus c'est électronique, plus ça me plaît. Donc voilà, ça c'est un autre critère. Où est-ce que je l'avais mis ? Voilà, les instruments disponibles. Pour moi, je l'ai mis après frais de transaction, mais honnêtement, je me suis un peu planté, j'aurais dû le mettre au-dessus. Puisque c'est d'ailleurs ce qui me fait quitter mon autre courtier, donc je le mettrai au-dessus. Moi, je suis pas quelqu'un qui suis très actif, j'achète pas et je vends pas énormément, donc moi, je préfère largement avoir des instruments disponibles sur tous les pays facilement, pratiquement, etc. Même si éventuellement, moi il se trouve que c'est pas le cas là, même si éventuellement les frais étaient un tout petit peu plus élevés, donc je devrais le mettre un cran au-dessus dans ma liste. Ensuite, alors vous ne voyez pas trop à l'écran, mais l'IFU, c'est pas une priorité pour moi. Pourquoi ? Parce que comme je vous le disais, je passe, donc l'IFU c'est l'imprimé fiscal unique, c'est quelque chose qui vous permet de remplir très facilement votre déclaration d'impôt, vous avez déjà les cases de renseigner, etc. Ce que proposent plutôt les brokers qui sont habitués à la France, ce que proposent pas ceux qui sont peu habitués à la France. Donc en général, ceux qui ne proposent pas le PEA ne proposent pas non plus l'IFU parce qu'ils proposent un service un peu standard à tout le monde et pas un service dédié aux Français. Je pense que pour la plupart des gens, c'est important. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est important de ne pas galérer à faire sa déclaration. Pourquoi est-ce que moi, je suis moins impliqué ? Parce que, comme je vous disais, je passe par des comptes sociétés, donc avec des comptables, etc. Donc, c'est eux qui font la compta. Ça m'arrange bien. Je suis vraiment pas un spécialiste de la fiscalité. Et le dernier point, rémunération des liquidités. Donc, ça, c'est pas mon critère principal. Je sais que Saxo rémunère les liquidités sans plafond. Mais pour moi, c'est pas un critère principal. Pourquoi ? Parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi, soit mes liquidités sont ailleurs, vraiment dispo, etc. Mais ce que je mets chez mon courtier, c'est en général placé. Il y a des périodes où quand je rajoute de l'argent, c'est pas placé, mais ça dure jamais très longtemps. Donc voilà, c'est pour ça, pour moi, la rémunération des liquidités, c'est pas clé. Voilà, ça me tenait à cœur de faire un petit peu cette vidéo, vu que vous alliez voir apparaître le partenariat avec Saxo sur mes vidéos sur cette chaîne. Évidemment, mon principe, il est simple, vous l'avez compris, c'est qu'il y a des outils que j'utilise au quotidien. Donc Zone Bourse vraiment en numéro 1, je suis tous les jours sur Zone Bourse pour suivre l'actualité, pour filtrer, pour faire du stock screener, pour suivre mes listes de valeurs, tout ce qui est disponible. Donc pour moi, c'est évidemment un plaisir de vous proposer cet outil-là avec une réduction. Pour moi, c'est vraiment win-win. Je propose quelque chose avec un outil que je connais par cœur parce que je travaille avec au quotidien, et je trouvais ça dommage de ne pas parler d'un courtier et de ne pas m'aider
aidé aussi à financer cette chaîne parce que j'étais pas satisfait de mon courtier actuel. Donc, j'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai changé de courtier. Alors, j'ai pas de recul, hein, vous avez bien compris, sur Saxo. Mais voilà, là, tout ce que j'ai vu aujourd'hui, ça me correspond parfaitement. Donc voilà, c'est le win-win que vous connaissez. Vous avez 25% chez Zone Bourse, vous avez 250 € de frais offert les 3 premiers mois chez Saxo, et puis moi j'ai une petite commission, donc ça me permet de faire du contenu en étant payé, ce qui est vraiment topissime. Donc voilà, n'oubliez pas, pour Saxo ça marche pour les créations de comptes, mais aussi pour les transferts, hein. Si vous voulez transférer pour votre PEA, ça marche aussi. Merci à tous évidemment pour votre fidélité. Si vous avez des idées de vidéos, et notamment des vidéos, parce que vous savez, sur cette chaîne perso je fais pas vraiment les mêmes vidéos que ce que je fais sur Zone Bourse, c'est plutôt des trucs où je montre l'écran, etc. Donc si vous avez des idées, comme j'ai pu faire des études un peu de boîte, etc., donc des idées particulières de ce que je peux faire sur cette chaîne où on analyse des documents, par exemple, ça je le ferai avec plaisir, donc mettez-moi ça en commentaire s'il y a des boîtes qui vous plaisent. Alors j'hésite à dire ça parce que vous allez me mettre plein de noms de boîtes et puis moi je vais regarder aucune, donc faut pas être frustré, mais si vous avez des noms de boîtes qui reviennent souvent, etc., n'hésitez pas à me les mettre aussi, je pourrais regarder ça. Merci encore, me tapez pas sur la tête parce que j'ai un partenariat, il faut comprendre aussi que la création de contenu ça marche comme ça me fait énormément plaisir de vous partager du contenu, j'espère de qualité, mais c'est toujours mieux quand quand c'est financé à côté, parce que ça permet comme ça de passer plus de temps sur les vidéos. Donc voilà, sujet de vidéo, mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Allez, ciao.